C'est l'histoire d'une petite révolution née dans les Highlands, la plus nordique des régions d'Écosse. Elle va avoir lieu sur ce petit bout de terre de 30 km², l'île d'Eigg. En 1997, ses habitants défraient la chronique en rachetant l'île au riche propriétaire qui la détient. Commence alors une nouvelle aventure. Faire d'Eigg un modèle de démocratie directe, un territoire autonome en énergie, respectueux de l'environnement et où chaque habitant peut trouver sa place dans la communauté. Depuis, cette petite société autogérée n'en finit plus de susciter la curiosité. Un quart de siècle plus tard, que reste-t-il de ce projet utopique ? L'île est reliée à l'Écosse par des ferries, 1 à 3 par semaine l'hiver et près d'une quinzaine par semaine durant l'été. Les bateaux amènent tous les biens de consommation courante et l'été, les centaines de vacanciers qui veulent visiter cette petite île encore sauvage. Pour les touristes qui veulent rejoindre leur gîte en voiture, la seule solution, c'est Charlie Galli. C'est avec toi que je viens ? Absolument. Super. Charlie est le seul taxi de l'île. J'ai mes clés. On peut partir. Mais avant chaque départ, il impose le même rituel à ses passagers. Celui-ci vient de Nirvik. L'eau de la vie. Ce n'est pas dans un taxi de Londres qu'on te servirait ça. C'est toujours un plaisir de montrer à quoi ressemble l'hospitalité des Highlands. Je suis arrivé à la conclusion que si on boit suffisamment de whisky, cela permet au corps de repousser les moustiques. L'île ne possède que 7 km de voies goudronnées. Et cela fait 11 ans que Charlie la sillonne. C'est impossible d'éviter ces nids de poules. Si on avait été colonisé par les Romains plutôt que par les Vikings, on aurait de meilleures routes. Je viens d'une famille italienne. Mon père devait hériter d'un vignoble au nord de l'Italie. Une propriété de 8 chambres, à côté du lac de Como. Mais il n'est pas retourné au pays pour revendiquer ses droits. S'il avait réclamé sa part, je conduirais une Ferrari dernier cri, et pas ce vieux minibus déglingué. Charlie est familier des coups du destin. C'est l'un d'entre eux qui l'a amené sur l'île. En 2012, il était chauffeur de navette à l'aéroport de Londres. Lassé de la vie en ville, il rêvait de s'installer au calme en Écosse. Mais pas un instant, il n'avait pensé vivre dans un coin si isolé. Ma femme n'a pas été tout à fait transparente avec moi. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés ici. Sa femme lui avait bien annoncé qu'elle avait trouvé une maison à Eigg, œuf en langue anglaise. Mais elle avait oublié de lui préciser que c'était une île. J'ai cherché Eigg sur Google, œuf d'autruche, œuf de poule. Et à chaque fois, il y avait cette photo d'un lieu qui ressortait. Et je me suis dit, attends une minute, on déménage sur une île ? Les habitants ici sont très sociables. Et j'adore rencontrer les visiteurs qui débarquent du bateau, par exemple. Tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. Il y a beaucoup de personnes, j'adore ça. Je suis quelqu'un qui m'intéresse aux gens. Aujourd'hui, le taux d'occupation de l'île est à son maximum, car nous sommes le 12 juin, la date anniversaire du rachat d'Eigg par sa population. Pour l'occasion, les habitants ont fait le plein de bière.
On va voir si ça suffit. Ça, c'est juste pour nous. Tous les ans, ils organisent un Céline, une fête folklorique écossaise. En 26 ans, la vie sur l'île a été radicalement transformée. J'ai toujours ressenti l'importance de documenter ce qui se passait dans l'île, puisque maintenant je suis une des archivistes de l'île. Et ben, j'ai encore du boulot, hein, parce que y a beaucoup de choses, on a beaucoup de matériel, on a 5000 photos d'archives des familles de l'île d'Aigle, et puis on a beaucoup d'archives qui sont sur le rachat de l'île. Camille Dressler est une anthropologue française. Elle est arrivée ici en 1979 et a été l'une des principales actrices du rachat. En 1997, grâce à une collecte de fonds, les habitants réussissent à rassembler 1,7 million d'euros pour devenir propriétaires de leur île. C'était relativement révolutionnaire, ça n'était pas fait avant. C'est une photo vraiment historique dans la mesure où c'est le jour où notre ancien propriétaire a déménagé. Et moi, avec ma petite caméra, j'étais en train de filmer ça. À l'époque, les 63 habitants reprochent à l'ancien propriétaire de les délaisser et de se servir de l'île comme terrain de jeu pour ses riches amis. Ils faisaient la fête chez eux et notre problème, ils s'en fichaient royalement. En effet, les conditions de vie de la population sont particulièrement précaires par rapport au reste du pays. Ni eau courante, ni réseau électrique, les locataires des maisons n'ont pas le droit de les rénover. Les fermiers, eux, peuvent être expulsés à tout moment. L'île se détériore et les jeunes générations ne pensent qu'à une chose, partir. On mesure la distance parcourue, ça c'est sûr, hein, quand on voit par exemple cette photo-là où on voit qu'il s'éclairait à la bougie, qu'il y avait quelques morceaux de charbon pour se chauffer. Maintenant, s'ils étaient encore vivants, eh bien, ils seraient dans une maison confortable, avec un loyer abordable. Après le rachat de 100% des terres de l'île par la communauté, les habitants peuvent enfin rénover leur maison. Et ceux qui le désirent deviennent propriétaires à un prix abordable. Puis ensemble, ils élaborent un plan de développement pour améliorer leurs conditions de vie. Toutes les décisions sont prises lors de réunions où tout le monde a son mot à dire. Une expérience de démocratie directe. Pour moi, c'était intéressant, parce que c'était vraiment la première fois que des personnes âgées qui étaient qui venaient des micro-fermiers, des dames d'un certain âge qui avaient toujours été silencieuses. C'était la première fois qu'on leur donnait la parole. C'était merveilleux parce qu'elles ont pu s'exprimer. Autant que les forts en gueule, comme nous, les jeunes qui étaient venus d'ailleurs. Après avoir baissé le loyer des habitations et renouvelé le bail des fermes, les habitants s'attaquent à un projet ambitieux, électrifier l'île. Mais relier Aigle au réseau électrique écossais par un câble sous-marin a un coût exorbitant. Alors, au début des années 2000, la communauté va avoir une idée folle, obtenir l'indépendance énergétique de l'île. Et c'est un couple vivant sur l'île qui va se charger de ce projet. C'est dans cette maison, à l'écart, que vit Christine Booth, une amie de Camille. C'est elle et son mari, John, aujourd'hui décédé, qui pendant 3 ans vont travailler jour et nuit à cette réalisation. Où est-ce que tu m'emmènes, Christine ? Nous allons nous asseoir sur le banc sur lequel mon mari s'asseyait tous les jours. Le banc que l'île lui a donné en guise de remerciement. Pourquoi ? Pour avoir apporté l'électricité sur l'île.
Nous ne pouvions pas avoir le haut débit. Nous ne pouvions pas avoir d'ordinateur. Nous ne pouvions pas avoir de machine à laver. Nous ne pouvions pas entrer dans le 21e siècle. Donc, en seulement 3 ans, nous sommes passés des années 50 au 21e siècle. C'est sur la côte ouest de l'île, là où les vents sont les plus forts, que John décide d'installer des éoliennes. Mis à part la 3e qui va être réparée bientôt, les éoliennes fonctionnent non-stop. C'est le banc de John. Il venait s'asseoir ici tous les jours. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le mari de Christine n'y connaissait rien en électricité. Il me réveillait à 2 h du matin. Oh, Christine! Il me parlait et m'expliquait ce qu'il avait en tête. Il avait besoin de ton avis. Oui, si c'était trop complexe, je lui disais « John, je ne sais pas ce que tu me racontes. » Alors, il me réexpliquait et en faisant ça, ses idées devenaient plus claires sur la manière de concevoir son système. Car John ne s'est pas contenté de planter des éoliennes. Il va aussi exploiter 2 autres énergies renouvelables, le soleil et l'eau. Et surtout, il va les combiner entre elles pour ne jamais tomber à court d'électricité. Une idée toute simple, mais à cette époque, personne ne l'avait encore fait. La centrale électrique a été conçue pour que les habitants de l'île puissent la gérer eux-mêmes, sans aide extérieure. Gabe McVarish est l'un des 4 employés chargés de la maintenance. Là, la consommation est de 63,47. Et ici, c'est ce que nous générons. Donc nous produisons plus d'électricité que nous n'en consommons. C'est bien car l'électricité supplémentaire est stockée dans les batteries. La centrale fournit assez d'énergie pour les 107 habitants, à condition d'être raisonnable. Par exemple, le chauffage électrique est banni sur l'île. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hydroélectricité car il fait trop sec. Donc ce sont les panneaux solaires qui produisent presque toute l'électricité. Gabe et 3 autres employés travaillent ici à temps partiel. Tu as déjà fini avec la première unité? Non, mais j'ai bientôt fini. Comme ça, elle ne sèche pas trop. Ça nous permet de maintenir les batteries en bon état. Venu de Californie, Gabe est littéralement tombé amoureux de l'île d'Egg. Peut-être à cause de ses ancêtres originaires des Highlands. J'aime être ici. Je ne sais pas si c'est lié à la génétique ou si c'est juste... Peut-être que ça correspond à ma personnalité ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais c'est bien, j'aime ça. Gabe est arrivé sur Egg il y a 11 ans, pour une histoire d'amour. Aujourd'hui, il est séparé, mais pas question de quitter l'île. Je pense que pour les gens d'ici, vivre à Egg a donné un sens à leur vie. Ils sont fiers de ce que Egg a fait en se libérant de leurs propriétaires terriens. Les gens sont probablement beaucoup plus impliqués ici que dans les autres communautés des Highlands. Nous avons un sentiment d'appartenance à la communauté. Donc les gens qui vivent ici se sentent vraiment propriétaires. La terre a toujours été au centre des activités des habitants de l'île d'Egg. De l'élevage de bœufs et de moutons, à la culture de l'avoine, en passant par celle de la pomme de terre. Et aujourd'hui encore, les Îliens restent attachés à cet héritage. Ils ont ainsi conservé un modèle traditionnel de micro-ferme. Mouton! Ne jamais travailler avec les enfants ou les animaux. Dougal Tolan est arrivé à Egg il y a 9 ans, après une vie à travailler comme technicien dans les salles de concert rock de la ville de Manchester. Ma vie devenait trépidante et folle, au point d'en perdre le fil.
J'ai donc décidé de tout laisser tomber et de quitter ce cirque. Voilà l'histoire. Depuis, je vis dans cette caravane. J'y dors et j'y stocke tout mon bazar. J'évite que ça soit un dépotoir, mais personne n'a le droit de regarder là-dedans. Dougal est nourri et logé gratuitement. En contrepartie, il travaille dans l'une des 17 micro-fermes de l'île. Après la route, il y a d'autres micro-fermes. Vu d'ici, on dirait un patchwork. Le but de ces micro-fermes, c'est l'autosuffisance alimentaire. Moutons, poules, maraîchage. La production doit permettre de subvenir aux besoins des gens qui y habitent. Tout ça, c'est pour nous, sauf le surplus. Quand il fait chaud, on a beaucoup de courgettes, beaucoup trop. Alors on les vend. La majorité des choses qui poussent ici peuvent être conservées en bocal dans du vinaigre ou congelées. Les citadins ont perdu le contact avec la nature. Ils ne veulent pas manger une pomme ramassée sur l'arbre car elle a soi-disant des vers. Mais alors, d'où viennent les pommes si elles ne viennent pas des arbres? Celle-ci fera l'affaire. Fraîche et délicieuse. Je les ramasse en fonction de leur couleur et de leur consistance. J'adore ça. Ça fait partie de mon boulot, j'ai toujours quelque chose à faire. Les gens apprécient ce que je fais pour eux. J'aime vraiment travailler pour les autres, plus encore que pour moi-même. Pour se faire un peu d'argent, Dougal offre aussi ses services aux habitants. La vie sur l'île n'est pas facile. Tous travaillent beaucoup et cumulent des jobs parfois très différents pour s'en sortir. Je n'ai jamais eu peur de tenter quelque chose de complètement différent. Parfois, les gens me disent « Je me couperai un bras pour faire ce que tu fais ». Ce à quoi je réponds « Pas la peine de se couper un bras, il suffit juste d'essayer ». Pourquoi ne pas prendre le risque? Car au final, cela peut s'avérer amusant. Je ne me définis pas comme quelqu'un de libre, mais je tente des nouvelles choses. Les deux qualités indispensables pour arriver à vivre sur Eigg sont l'esprit d'entreprise et un solide sens de l'entraide. Car malgré les micro-fermes, l'île est loin d'être autosuffisante. À la dureté de l'hiver s'ajoute une difficulté supplémentaire. Nous sommes dans le même bateau pour tous les besoins du quotidien. Cela soude les habitants et les pousse à résoudre leurs problèmes ensemble, parce qu'il n'y a pas le choix. Nous vivons ici une révolution au long cours. On ne voit pas forcément les choses changer, mais lentement et sûrement, nous nous dirigeons vers une alternative, une nouvelle façon d'être. Aujourd'hui, la majorité des gens qui vivent sur l'île d'Eigg n'en sont pas originaires. Tous racontent le même coup de foudre pour ce territoire sauvage. Comme Jenny Robertson, une Sud-Africaine qui est venue ici la première fois, il y a 30 ans. Je ne me l'explique toujours pas. C'était le week-end de Pâques, il pleuvait beaucoup, il faisait froid. Nous n'étions là que pour la journée. Mais la première fois que j'ai vu Eigg, j'ai tout de suite su que c'était le plus bel endroit que j'avais jamais vu dans ma vie. Elle a donc décidé de passer le reste de sa vie ici. Après s'être occupée du secrétariat de la centrale électrique, elle s'est lancée dans la confection de châles entièrement faits main, qu'elle vend jusqu'à 1 000 € pièce. Ici, chaque toison porte le nom d'un mouton. Il est très important de travailler localement. Cela permet d'éviter les coûts de transport et donc l'impact sur l'environnement. Jenny fabrique chaque pièce de bout en bout. Elle lave la laine, la démêle, la file et la tricote elle-même. 2 semaines sont nécessaires pour réaliser une seule écharpe. C'est à peine rentable. Si je calcule le revenu horaire, je gagne probablement
€1 par heure. Mais pour moi, le plaisir que j'éprouve à travailler n'a pas de prix. Et lorsque quelqu'un veut m'acheter quelque chose, la joie est immense. Même les colorants utilisés pour teindre la laine sont naturels. Ils proviennent de son jardin. Vu de l'extérieur, le jardin a l'air en pagaille. Mais pour moi, c'est le paradis, car toutes ces plantes ont poussé d'elles-mêmes. La plupart sont là pour attirer les oiseaux, qui viennent pour les graines ou pour les fleurs. Je ramasse les feuilles de patience sauvage. Quand on les fait bouillir, on obtient un jaune, une belle teinture jaune d'or. J'aimerais que mon empreinte sur cette planète soit la plus faible possible. Je sais que c'est impossible, car le simple fait de vivre laisse une trace. Mais je pense que si nous réfléchissons tous, avant d'acheter ou de faire quelque chose, on peut réduire notre impact. Jenny aurait souhaité qu'Egg soit préservée du monde moderne. Mais elle sait que l'île est condamnée à changer. Les choses doivent changer. Les gens veulent parfois moderniser les choses, bien plus que je ne le voudrais. Mais je suis vieille, donc je ne peux pas vraiment m'y opposer. S'ils le veulent, pourquoi leur refuser ? Beaucoup de jeunes ou de ceux qui ont grandi sur l'île sont revenus parce que nous sommes indépendants, que nous avons l'électricité ou Internet. Ils peuvent donc créer leur propre entreprise ici. À l'époque du propriétaire terrien, il était impossible de gagner sa vie. En 25 ans, la population de l'île a presque doublé. Parmi les nouveaux habitants, on compte des enfants qui, dans les années 90, avaient quitté l'île pour faire leurs études. La plupart pensaient ne jamais revenir. Tamzin McCarthy fait partie de cette génération. Elle a hérité de la maison de ses parents et a décidé de se réinstaller ici après avoir vécu 4 ans à Katmandou, au Népal, où elle a été séduite par la vie en communauté. Ce besoin de faire les choses collectivement, d'aller chercher l'eau ensemble, de faire la lessive ensemble, ce genre de choses qui rassemblent les gens, alors qu'il est difficile de trouver ça dans notre société occidentale, où on vit chacun dans son monde. Et ce qui est formidable ici, c'est que tout le monde est dans le même bateau. Vous vous occupez de vos propres affaires, mais vous les laissez tomber dès que quelqu'un a besoin de votre aide. Les gens qui forment cette communauté sont soudés par ce lieu et par la passion et le soin qui lui témoigne. C'est ce qui nous unit, même si les profils et les centres d'intérêt sont très variés. La maison de son enfance, Tamzin l'a transformée en gîte qui peut accueillir 22 personnes. D'avril à octobre, il ne désemplit pas. Salut, comment ça va? Mais pour Tamzin, pas question de construire un autre gîte. Nous avons besoin du tourisme. C'est très bien. C'est d'un grand soutien. Mais nous ne souhaitons pas nous y abandonner. Actuellement, l'équilibre est parfait, car nous ne sommes pas envahis. Mais nous ne souhaitons pas dépendre exclusivement du tourisme, car cela n'est pas durable. Nous voulons créer de nouvelles opportunités et diversifier nos sources de revenus. Tamzin est revenue vivre à Egg avec son mari et ses 2 enfants. Adolescente, je n'avais qu'une obsession, partir et faire quelque chose de complètement différent. C'est bien plus tard que je réalisais que l'endroit où j'avais besoin d'être, c'était ici. Sur l'île, il n'y a pas de collège, juste une petite école primaire. C'est là qu'est scolarisée Freya, 10 ans. Bonjour chérie, c'est ouvert. La plus jeune fille de Tamzin.
On va juste déposer un truc à papa à la brasserie, puis on rentre à la maison. Nous voulions vraiment pouvoir revenir et donner aux enfants ce sentiment d'identité et d'appartenance. Même si les enfants sont très jeunes, ils sont passionnés par leur île, leur communauté. Ils la connaissent de l'intérieur et ils l'aiment. Et ils essaient de la protéger. Toute la famille s'est adaptée à la vie sur l'île. Salut, je te dépose ça ici. Stu McCarthy, le mari de Tamzin, a abandonné son métier de professeur de lycée pour créer sa propre entreprise. Il a fondé une microbrasserie, qui est aujourd'hui la seule industrie de l'île. Si j'étais resté sur le continent, je serais toujours professeur. Je n'aurais pas essayé autre chose. Il produit 2000 litres de bière par mois et est devenu une petite attraction pour les touristes. Les touristes viennent ici pour boire local, pour manger local. Mais les habitants soutiennent aussi cette démarche. Je vends une canette 4 €. Je ne fais pas un profit énorme, mais ça me va. Cela me convient d'autant plus que nous ne sommes pas motivés par le profit. Stu a collecté 300 000 € grâce à un financement participatif. Son projet, développer une activité pérenne sur l'île et créer des emplois. Il y a 2 ans, j'ai essayé de sensibiliser nos 650 investisseurs sur le côté social de cette aventure. Comment créer des emplois qui ont de la valeur et qui ne soient pas seulement dépendants du tourisme. Des emplois rémunérés au-delà du salaire minimum et non saisonniers. Il n'est pas facile de trouver la solution en si peu de temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut investir dans les zones rurales. Et c'est ce que nous essayons de faire. Son entreprise emploie 2 personnes. Il y a 10 ans, je n'aurais jamais rêvé en arriver là. Ce qui a vraiment aidé Egg à aller de l'avant, c'est ce sentiment d'appartenance. Cela nous galvanise. Dès lors, on peut faire beaucoup pour cet endroit. On le protège, on le régénère, on fait avancer les choses dans un certain sens. Parce que cela nous tient à cœur. Mais dès qu'on a connu le sentiment d'appartenir à une communauté, s'en détacher reviendrait quasiment à se couper un membre. Mais Egg est maintenant victime de son succès. Après le rachat de l'île, la communauté avait revendu aux habitants qui le souhaitaient leurs maisons et leurs terrains. Aujourd'hui, la valeur de ces propriétés a été multipliée par 10, car de nombreux citadins rêvent d'acquérir un terrain dans ce petit havre de paix pour y construire une résidence secondaire. Camille, la Française qui est membre du Conseil de l'île, s'inquiète d'un risque de spéculation foncière. Une envolée des prix empêcherait les jeunes actifs de s'installer à Egg avec leur famille. Certaines micro-fermes risquent de disparaître. Ah, j'adore le jardin de l'île, il est tellement organisé par rapport au mien. Salut Neil. Ah, j'adore ce que tu viens de planter là, c'est charmant. Neil Robertson exploite cette micro-ferme depuis 30 ans. Ce qui inquiète Camille et Neil, c'est de voir que certaines micro-fermes ne sont plus exploitées. Ils craignent que leurs propriétaires ou leurs héritiers vendent leurs parcelles pour en faire des terrains à bâtir. Comment imagines-tu le futur des micro-fermes sur Egg? C'est difficile de répondre parce que la situation est particulièrement tendue en ce moment. Une des raisons, c'est que subitement, la terre vaut beaucoup d'argent. C'est délicat et ce n'est pas en quelques jours qu'on va changer ça. Mais ça vaut la peine d'encourager ceux qui n'exploitent pas leur terre à le faire. Peut-être faut-il exercer une pression constante, mais subtile, sur ces propriétaires qui vivent hors de l'île. Car la législation dit que même si vous avez acheté votre terre,
mais que vous ne l'utilisez pas dans un but agricole, vous devez la sous-louer à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de jeunes qui viennent, mais qui ne veulent pas cultiver la terre. Ils veulent seulement des terrains pour construire. Donc, nous sommes coincés entre le marteau et l'enclume. Quand ma copine Alia est venue passer un week-end ici, elle était intéressée par les parcelles. Elle m'a dit « 70 000 €, c'est bon marché, car sur l'île de Skye, c'est 100 000 ». Elle était intéressée, mais je lui ai répondu « Honnêtement, Alia, nous ne sommes pas disposés à vendre ces micro-fermes, car nous les réservons en priorité à des nouveaux fermiers. Sur l'île, ils sont âgés. Nous devons en trouver de nouveaux. Et si possible, des jeunes. On est tous d'accord que nous devons tout changer. Peut-être pas tout, mais beaucoup de choses en tout cas. Il n'y a plus que 3 personnes et 2 familles qui ont encore du bétail sur Eigg. Exactement. Je veux dire dans leur micro-ferme. Si nous ne trouvons pas de nouveaux arrivants qui sont prêts à s'occuper du bétail, alors le bétail disparaîtra d'Eigg. Cela changera vraiment notre paysage, car il est constitué de pâturage. 26 ans après le rachat de l'île, les habitants sont toujours obligés de relever de nouveaux défis, comme celui de rajeunir leur population. Néanmoins, pour eux, le bilan reste positif. Nous avons impulsé le même désir de devenir indépendants dans d'autres îles. Il y a un grand mouvement maintenant de rachat de la terre par des fondations communautaires comme la nôtre. Mais je pense que la façon dont on gère l'île, avec cette impulsion qui vient de la base, c'est très important. Le problème que je vois, moi, c'est d'être très clair sur nos valeurs. Parce que ce n'est pas évident que les gens qui habitent et qui reviennent s'installer ici les comprennent. Les habitants attendent maintenant la nouvelle génération qui pourra hériter de leur île, tout en perpétuant leur vision et leur idéal.